Au mois de juin 2023, nous avons entrepris le voyage de notre vie. Partir de notre petit village de montagne dans le sud de la France pour aller vivre en Laponie suédoise. Un voyage long de 3700 km qui nous a changés à tout jamais. Depuis notre départ jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cessé de filmer les moments importants. De nos plus belles soirées d'été à nos plus rudes journées d'hiver, la création de vidéos s'est imposée comme une évidence. Je désirais montrer la réalité sans filtre de la vie en Laponie. Salut tout le monde, alors voilà, on se retrouve pour notre première FAQ de la chaîne. Ça fait maintenant 4 mois que j'ai commencé à publier donc, sur la chaîne The Lapland Tribe suite à notre expatriation en Laponie suédoise. Et on m'a beaucoup posé de questions depuis tout ce temps. Et je trouvais pertinent donc, de faire une FAQ à ce moment-là. Et je trouve que ça tombe bien parce qu'on a passé la barre des 1000 abonnés. Donc symboliquement aussi, c'est pour marquer aussi cette étape-là. Donc vous m'avez envoyé plein de questions. Et donc on va y répondre aujourd'hui avec mon mari Clément, juste ici. Polo et Gaïa ne sont pas là forcément parce que sinon ils auraient mis un petit peu de bazar autour de nous. Donc on les a pas pris pour cette vidéo FAQ. Donc avant de commencer de répondre aux questions, on va du coup se présenter quand même parce que 2-3 fois j'ai eu des retours qui nous disaient qu'on ne s'était jamais présenté. Donc on va déjà commencer par se présenter. Vas-y. Alors je suis Clément, j'ai 34 ans. Et je suis lyonnais d'origine et je suis l'époux de Sarah et on vit en Laponie depuis maintenant 8 mois. Tout à fait. Et donc oui, moi c'est Sarah, mon prénom. Pour ceux qui se posaient la question, parce que c'est vrai que je l'ai pas, je crois que je l'ai même jamais dit, je sais pas. Et donc j'ai 29 ans, bientôt 30. Je viens du sud de la France, dans l'Hérault, d'où mon accent, parce que certains se posaient la question aussi. Et donc j'habite aussi en Laponie depuis 8 mois avec mon mari, mes 2 chiens Polo et Gaïa que vous voyez souvent, qui sont les points-points. Les points-points. Et donc on est très heureux ici en Laponie. Donc on va de suite passer aux questions. Alors la première question qui nous a quand même été beaucoup posée, donc j'ai fait le tri dans les questions parce que certaines revenaient quand même souvent. Donc c'est quel métier faisiez-vous en France et quel métier faites-vous en Laponie ? Alors les métiers qu'on faisait en France, c'est ceux qu'on a continués en Laponie. Parce que ça, c'était important qu'on puisse avoir une continuité. C'est-à-dire que l'expatriation, pour nous, ne signifiait pas qu'on repartait à zéro sur tous les sujets. Et il fallait pour nous que l'expatriation se passe dans des conditions qui nous soient confortables. Donc là je vais parler pour moi, ce que moi je fais comme boulot, c'est que je fais du consulting en stratégie d'entreprise et en gouvernance d'entreprise. Et c'est ce que je faisais aussi en France et c'est ce que je fais toujours aujourd'hui. Voilà. Et moi, c'est très simple, on a un bien en location saisonnière en France, dans les montagnes. Donc je gère toute la partie gestion locative justement de ce bien-là. Et à côté de ça, j'ai une boutique sur Etsy où je vends des fichiers digitaux. Et voilà. Et de l'art aussi, tu fais beaucoup d'art? Je faisais, ouais. Je faisais beaucoup d'art, mais tout mon matériel est en France, donc j'attends de pouvoir le rapatrier ici lors de notre gros déménagement, parce qu'on n'a pas encore déménagé toutes nos affaires. Et là, je pourrais continuer du coup tous mes projets artistiques qui sont pour l'instant en stand-by, bien évidemment. Ah, il y a une autre question donc là qui nous a été posée. Quels sont les plats typiques de la Laponie et avez-vous testé des curiosités? Alors moi, je suis végétarienne, donc tout ce qui est viande qu'on ne trouve pas en France, je ne les ai pas testés. Toi tu les as testés par contre, tu as testé toutes les viandes atypiques, renne, élan, ours. Ouais. Alors c'est particulier, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas ça partout non plus. Les rennes, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Laponie, les rennes appartiennent forcément à quelqu'un. Donc ça veut dire que c'est de la viande d'élevage. Pour les élans, il y a des quotas de chasse en fonction des permis de chasse qui sont généralement liés aux propriétés qu'on achète. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'on ne trouvera pas de viande atypique directement en magasin. L'équivalent des grandes surfaces chez nous, c'est pas comme ça. Majoritairement, les fois où on peut manger des viandes atypiques, ce sont dans des restaurants. Oui. Et entre autres, plutôt je dirais, alors quelques restaurants en Suède, mais surtout des restaurants en Finlande.
Et entre autres, quand on va à Rovaniemi, c'est vrai qu'il y a des restaurants peut-être touristiques, mais en tous les cas qui sont pas mauvais, qui proposent ce type de plat. Oui, donc un qui t'a fait goûter, il a juste goûté un morceau d'ours. Ouais, ça n'a pas grand intérêt. Factuellement, c'est pas exceptionnel, donc je ne reproduirai pas. Mais c'est anecdotique. Globalement, ce qui ressort, c'est quand même, en tous les cas sur la Laponie, on ne va pas généraliser pour toute la Suède, mais ce qui ressort, c'est qu'ils sont friands de pommes de terre. Donc il y a beaucoup de pommes de terre et de dérivés de pommes de terre, à tel point que dans les maisons, il y a même, alors les maisons anciennes, hein, il y a même des pièces dédiées pour conserver les pommes de terre dans les sous-sols. Anciennement, ouais, des espèces de caves au sous-sol pour conserver les pommes de terre. Nous, on en a un qu'on a transformé en étagère à outils, on va dire. Alors, beaucoup de produits sont importés parce que, étant donné les conditions climatiques, en tous les cas dans le Norrbotten, il y a peu d'exploitation vraiment qui permettrait de répondre à la demande. Donc, il y a beaucoup de produits qui sont importés ou du sud de la Suède ou aussi pas mal depuis les Pays-Bas. Qui servent, les Pays-Bas servent un peu de plateforme, on va dire peut-être centrale d'achat, j'imagine. Donc on trouve globalement quand même les grands plats qu'on peut cuisiner en France, on a la possibilité de les faire ici. Mais avec, peu de poisson blanc. Ouais. Moi je mange pas de viande mais je mange du poisson. Et c'est vrai qu'on trouve du saumon, pas mal, tout ce qui est saumoné, donc truite, arctic char, ici ils pêchent beaucoup, saumon, mais par contre il n'y a pas de poisson blanc. Voilà. Ouais. Troisième question, à quel moment les gens peuvent cultiver la terre pour planter des légumes ? C'est une question de Lily et je crois que j'ai une deuxième question de Lily. Avez-vous le droit de clôturer votre jardin? Est-ce que c'est permis en Laponie? On va répondre à ces deux questions en même temps. Clôturer notre jardin, il me semble que oui, on a le droit. Certaines personnes ont des clôtures un peu justement typiques d'ici, là. Je sais pas trop comment on appelle ça. Ça fait clôture un petit peu ancienne, c'est-à-dire que c'est des piquets de bois qui sont reliés entre eux mais en diagonale. Par des successions d'autres bâtons. Donc mais c'est un vrai savoir-faire ici, ce sont des pros qui le font. Et à quel moment est-ce qu'on peut planter dans notre jardin? Alors c'est au dégel en fait. Donc ici, ce que j'ai vu beaucoup, c'est que déjà ils font les semis en pot en intérieur. Et puis quand les beaux jours reviennent, le printemps, la fonte des neiges et tout ça, ils ont une serre dans leur jardin. Ça se fait beaucoup ici d'avoir une serre en verre par exemple, ou en toile plastique là dans le jardin, voilà. Et donc ils mettent les semis là-dedans à partir du moment où les beaux jours reviennent. Donc oui, ça se fait beaucoup en plus, ça se fait énormément, on voit ça dans énormément de jardins. Ouais. Alors une autre question intéressante concernant les métiers qui peuvent être exercés ici en Laponie hors télétravail, on m'a demandé. Alors tout peut être fait en Laponie, il y a tous les métiers qui existent. Après en tant qu'expatrié, qui ne parle pas le suédois, ça va surtout être dans le tourisme qu'on va pouvoir trouver du travail. Sinon, si vous parlez, alors il y a quelques jobs, je pense, qui permettent de parler anglais seulement, peut-être dans le développement web, ce genre de trucs. Par contre, oui, si tous les métiers, infirmières, tout ça, ça va peut-être nécessiter la langue suédoise. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre, je ne veux pas m'avancer. Éventuellement aussi des mises à niveau. Peut-être aussi, oui, des mises à niveau de diplôme, mais oui. Donc, surtout dans le tourisme, la restauration, là, ça va être beaucoup plus facile de trouver en s'expatriant ici. Question suivante. Votre famille et votre ami sont venus en Laponie. Pouvez-vous nous dire comment est-ce qu'ils ont trouvé ce pays par rapport aux températures, aux paysages, à la nourriture suédoise? Alors, 3 points. Les paysages forcément sublimes, surtout que on a eu la chance de croiser des rennes. Il faisait très froid à ce moment-là. Donc tous les arbres étaient gelés, enfin c'était les paysages les plus beaux hein, forcément, mais en même temps ils ont vécu le revers de la médaille avec les températures à moins 40 degrés. Donc ils ont trouvé ça magique, très, très atypique hein, forcément. Les plats à la suédoise, nous on cuisine beaucoup à la maison, donc on cuisine aussi à la française. Donc ça pour le coup ça n'a pas changé grand chose. On cuisine pas forcément à la suédoise. Mais ouais, ils ont trouvé ça très beau, très sympa, très agréable, froid. Voilà. Je pense pas qu'ils se verraient habiter ici, parce que quand il fait très froid et très sombre, ça peut être plus compliqué pour d'autres que pour nous. Mais ils ont trouvé ça bien. Alors, prochaine question. Où en êtes-vous de l'apprentissage du suédois?
On avait commencé à apprendre un petit peu le suédois grâce à l'application Babel avant de venir ici en Suède. Et alors, c'est pas une langue compliquée, je dirais. C'est des prononciations en fait qui sont différentes, mais on ne s'est pas encore penché sur cet apprentissage. Toi plus, Vraiment, si toi tu comprends. En fait, quand on lit les choses, on reconnaît les mots, parce que Sarah utilise une application de traduction, ce qui permet de traduire les documents, les courriers, etc. Donc on finit par reconnaître les mots. Oui, donc de là on comprend. comprendre en parlant ou à le parler nous-mêmes, on en est très très loin. Non, on en est très loin. Il y a quelques petites choses qu'on peut dire quand on est au supermarché, quand on est, je sais pas, dans un restaurant, quand on est... Voilà, il y a des choses quand même qu'on connaît, donc on peut parler, demander en suédois, mais on n'en est pas du tout encore là. C'est majoritairement c'est grandement majoritairement l'anglais qu'on utilise. Hein. De toute façon, ici, on parle anglais tout le temps. Et tout le monde parle anglais en plus, donc... Oui, tout le monde parle très bien anglais en Suède. Donc la langue n'est pas une barrière. Alors, une question concernant des prix, cette fois. Donc, quel est le prix de l'essence et de l'entretien des voitures par rapport à la France? Je dirais que là, les prix de l'essence sont relativement raisonnables en ce moment, essence, diesel, parce qu'il y a quelques mois de ça, donc avant la fin 2023, là, le diesel était très cher. Nous, on est au diesel et c'était 2,30, 2,40. En euros. En euros, oui, le litre. Parce qu'ils ajoutaient des produits dedans, je sais plus ce que c'était. Ils ajoutaient, alors visiblement, ils ajoutaient de l'huile de maïs, ou en tous les cas un dérivé du maïs pour réduire l'incidence environnementale. Et la réglementation a changé, donc on a constaté, c'est ce qu'on nous a expliqué, nous on a constaté que depuis début janvier 2024, on a quand même gagné bien 60, 70, 80 centimes sur le litre de diesel. Ouais. Donc là, en fonction du taux de change, on est aux alentours d'un 50, un 60 le litre de diesel, et l'essence est quelques centimes en dessous. Pour les voitures électriques, il y a des bornes partout. Enfin, très souvent, dans toutes les villes, sur les aires d'autoroute, il y a des bornes pour les voitures électriques. Donc ça, j'imagine que pour ceux qui en ont, c'est pas contraignant. Et on voit des voitures électriques malgré les grands froids. Donc ça veut dire qu'elles peuvent être utilisées ici l'hiver. Pour l'entretien des voitures, ça dépend quelle voiture en fait. Ça dépend quelle voiture. Nous, on sait que pour stuffer la voiture, ça nous a quand même coûté cher parce que c'est une voiture particulière, c'est un modèle particulier avec qui est haute, donc les pneus sont plus gros et tout ça. Après, pour l'entretien, je pense que dans les villes, même à Luleå, il y a de quoi faire tout ce qui est nettoyage et tout ça. Mais ici, vers chez nous... Il y a une réalité, c'est qu'on est au niveau du cercle arctique, et qu'il y a de la neige globalement. Là, depuis début octobre, on a de la neige. Au moment où on tourne la vidéo, on est tout début mars, enfin fin février, début mars, et on a encore la même quantité de neige qu'il y a 2 mois. Donc ça signifie qu'il faut que les voitures soient quand même équipées, c'est-à-dire que ça soit en équipement annexe comme des chaussettes, des chaînes, ou en équipement continu comme des pneus neige ou des pneus cloutés, ça a un coût. Donc ça, il faut pas le perdre de vue. Alors, j'ai des questions concernant l'immobilier ici en Laponie. Comment explique-t-on le prix bas de vente des maisons? Est-ce dû au marché, à un exode vers les villes? Techniquement, sont-elles particulièrement bien isolées pour faire face aux températures extrêmes? Alors, comment est-ce qu'on explique le prix bas des maisons? Moi, je pense que c'est tout simplement des prix de marché. Ici, c'est comme ça. Enfin, tout simplement, quoi. C'est des maisons qui coûtent peu cher parce que la maison... rénovée qui, en fonction du secteur, hein, mais nous là où on est, bon, ben, une maison même rénovée parfaitement nickel, elle va pas coûter plus de 50 ou 60 000 euros. Donc si on l'achète en plus avec des rénovations à faire, elle va coûter entre 20 et 30 000 euros. Mais c'est toutes les maisons qui sont comme ça. Il n'y a pas d'écart brutal entre le prix d'une maison et une autre, ça va pas de 20 000 à 150 000 euros. C'est juste des prix de marché, tout simplement. Par contre, au niveau de l'immobilier, aux alentours des villes, on retrouve globalement les prix qu'on pourrait trouver en France. Donc les maisons pas chères, c'est pas sur la totalité du territoire. C'est dans un environnement un petit peu plus éloigné des villes, un petit peu plus éloigné des commodités. Quand on se rapproche des grandes villes comme Luleå, comme Piteå, les prix sont un peu plus, on va dire, connus comme ceux de la France. Donc tout le marché n'est pas très bas. Exactement. Techniquement, sont-elles bien isolées pour faire face aux températures négatives et à l'hiver? Ça dépend. Ça dépend de l'état de la maison en fait.
Il y a des... Après, les maisons en bois, je trouve que ça isole très bien. Ça assèche beaucoup l'air, mais ça isole, c'est quand même bien isolé. Après, ça dépend si on a du double vitrage avec des baies vitrées qui datent d'il y a un bon moment, en bois et un peu à retaper, quoi. Ou si on a de bonnes baies vitrées, ça dépend aussi de la cheminée qu'on va avoir. Entre un foyer ouvert où il y a une déperdition de chaleur énorme et un poêle à bois en fonte, dernier cri, bon ben là, qui restitue la chaleur à 90%, bon ben voilà, après c'est aussi la maison, comment elle est de base et ce qu'on veut en faire, comment est-ce qu'on la rénove, voilà. Quoi qu'il en soit, les maisons ici sont quand même prévues par rapport à l'environnement, c'est-à-dire que nous, on n'a pas du tout, quand on a rénové la maison, on n'a pas du tout touché à l'isolation. Et globalement, avec les systèmes existants et la façon dont on vit, on arrive à maintenir entre, quand il fait très froid, on va dire 17 degrés, et quand il fait meilleur, on monte sans problème à 23-24. Donc c'est tout à fait supportable avec du double vitrage, avec l'isolation initiale, quoi. Oui, tout à fait. Alors, question très intéressante. Allez-vous proposer des séjours en Laponie? Si oui, je suis partante de suite. Eh ben, ça fait partie de notre projet. En étant venu ici, c'est le projet qu'on souhaite mettre en place dans les mois, années à venir. Pouvoir proposer des séjours donc à vous et à toute personne qui veut venir nous voir et profiter de... En fait, c'est plutôt proposer des expériences au-delà de simples séjours. On aimerait vraiment pouvoir ouvrir quelque chose et on y travaille petit à petit. Dans l'ombre pour l'instant, mais on y travaille. Et c'est le but final, oui. Effectivement, et même pour compléter un peu, alors sans trahir de secret, on a déjà commencé et on est en train de mettre les premières pierres à l'édifice pour pouvoir relativement rapidement pouvoir proposer déjà des premières expériences. Parce que ça rejoint la question de tout à l'heure quand on demandait comment on vit. L'objectif, c'est aussi, on n'est pas venu en Laponie non plus par hasard. Donc l'objectif, c'est quand même, on est venu avec un projet en tête et l'objectif, c'est de le démarrer sans trop attendre et de pouvoir vraiment déployer quelque chose qui répondra et qui sera intéressant pour tout le monde. Et pour nous, puisque ça deviendrait une activité, et pour vous, vraiment pouvoir vous proposer quelque chose qui correspondrait, qui répondrait à ce que vous souhaitez pouvoir trouver ici. C'est un rêve. Hein. C'est un rêve. Ah ouais, c'est complètement, ça nous fait rêver. Hein. Donc les choses avancent et on vous avertira. Voilà. Quel budget pour partir vivre en Laponie, niveau chauffage, bois, alimentation, essence? Est-ce que c'est plus ou moins cher que la France? Je dirais que ça s'équilibre dans une certaine mesure en fait. Au niveau des prix, il y a certaines choses qui vont être plus chères, mais il y en a d'autres qui vont être moins chères. Par contre, oui, tout ce qui est bois pour se chauffer l'hiver, électricité, forcément ça a un coût. On peut recevoir des factures d'électricité qui sont salées, mais à contrario, bon, ben, l'été, il n'y a pratiquement pas de facture d'électricité, puisque de toute façon il fait jour tout le temps, on allume très peu les lumières, c'est des factures ridicules qu'on reçoit l'été, mais en hiver il y a 2-3 mois où ça peut vite chiffrer. Pour le bois, nous on a rentré 11 stères, on en a eu pour 600-700 euros, 11 stères de bois, donc c'est quand même moins cher qu'en France. Je sais que ça peut vite chiffrer en France pour le bois. Après on ne se chauffe pas qu'au bois. Mais on ne se chauffe pas qu'au bois, oui. On se chauffe avec la chaudière, parfois appelée, parfois à l'électricité. Et tout ça, oui, ça a un coût, forcément. C'est à prendre en compte et à inclure dans le budget, à la place peut-être d'autres choses qu'on n'a plus ici et qu'on avait en France. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pouvait y avoir. Principalement, c'était les budgets restaurants qui ont été revus à la baisse. Pas parce que on a changé nos goûts, mais parce qu'on est dans un environnement dans lequel il y en a moins. Oui, il n'y a pas beaucoup de restaurants. C'est moins facile voilà, d'aller au resto. Donc on cuisine beaucoup plus nous-mêmes, notre budget alimentation a réduit aussi. Donc en fait, c'est un budget qui s'équilibre et qui du coup se met en place autour de la vie en Laponie, quoi. C'est tout ce qu'il faut voir. Après, en termes de coûts, il ne faut pas oublier que, encore une fois, c'est pas comme en France. C'est-à-dire qu'en France, on a des frais auxquels on ne pense pas forcément, d'autres qu'on n'a pas du tout. Ici, par exemple, un poste important, c'est les déplacements. Les postes carburant, même si l'essence est un petit peu moins cher, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé les prix français,
Mais l'essence, en tous les cas, est à notre sens relativement raisonnable. Par contre, c'est assez commun de faire 300-400 km dans la journée. Donc forcément, que ça soit même pour aller chercher des matériaux, pour faire des courses, pour peu importe, l'administration, etc., on fait vite des kilomètres. Et ça rejoint la vidéo dans laquelle Sarah montrait les kilométrages des voitures qu'on cherchait, pour lesquelles on cherche toujours d'ailleurs, enfin qu'on souhaite acheter. Les voitures, même récentes, sont très kilométrées, parce qu'il est courant de faire des kilomètres. Donc mathématiquement, le carburant chiffre, quoi. Comment est-ce qu'on calcule la monnaie suédoise par rapport à l'euro? En général, on va très grossièrement simplifier, on divise par 10. Voilà, c'est plus par 11 qu'il faudrait diviser, mais pour se faciliter les calculs, sinon on prend notre calculatrice, on regarde le cours actuel et puis on fait un rapide calcul, mais grosso modo on divise par 10 quoi. On va dire que 100 couronnes ça équivaut à 10 euros. C'est en fait plus 9 euros, voilà. Mais pour simplifier on fait comme ça. On enlève un zéro quoi. Alors une autre question, peut-on vivre dans sa caravane ou mobil-home sur un terrain de loisirs? Alors le principe de terrain de loisirs, je ne sais pas s'il existe ici. Je sais qu'il existe en France, mais est-ce qu'ici il existe? Moi je pense que si tu as des terres et que tu as peut-être un accord de la commune pour y poser ton habitation mobile, je ne sais pas comment ça marche. Après on s'était renseigné sur des terres agricoles, on ne peut pas. Ouais. La question c'est sur les terres forestières, parce qu'on voit régulièrement quand on se balade dans la forêt, on voit régulièrement des cabanes qui sont sur roues. Mais l'hiver, elles ne sont pas utilisées. Donc après, c'est au-delà, il y a effectivement cet aspect réglementaire, mais il y a aussi l'aspect de confort. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de cet hiver à moins 40, il faut quand même que le mobil-home ou la caravane soit bien isolé. Oui. Donc, et par contre, il y a des terrains constructibles sur lesquels je pense qu'il est tout à fait possible de poser sa caravane ou son mobil-home. Sachant que les terrains constructibles ici, enfin, en tout cas dans notre région de la Laponie, je dirais, c'est peu cher. Il y a des terrains vraiment pas chers, 15-20 000 euros quoi. Donc oui, sur ces terrains-là, je pense que c'est possible. Oui. On a eu des questions donc concernant l'expatriation en Suède, bien évidemment. Par exemple, pour les démarches administratives, comment ça s'est passé administrativement, etc. Alors, si on vient avec, soit on est autosuffisant, soit on a des contrats de travail, c'est assez simple, je dirais, pour obtenir le perso-numéro, qui est un petit peu le Graal ici, le premier Graal, je dirais. Ouais. C'est l'équivalent du numéro de la sécurité sociale en France, sauf que ici on va en avoir besoin, par exemple, pour avoir une carte SIM, il me semble, pour avoir Internet, pour demander Internet, pour ce genre de choses en fait de la vie courante, on va avoir besoin du perso-numéro. Donc c'est la première chose à avoir quand on arrive en Suède, c'est faire la demande du perso-numéro, et pour ça il faut être soit autosuffisant sur 1 an, donc avoir ce qu'il faut sur son compte en banque pour 1 an par personne, soit travailler, déjà avoir un contrat de travail, donc prouver en gros qu'on ne va pas être un poids financier pour la Suède et qu'on est capable de s'assumer d'une façon ou d'une autre, tout simplement. Et alors là on va nous délivrer le perso-numéro en fonction de où vous vous trouvez, si vous êtes dans une grande ville ou pas, dans le sud de la Suède, à Stockholm, ou dans le nord par exemple, ça va être plus ou moins long. Nous ça a mis 3 semaines, donc relativement rapidement, pour obtenir notre perso-numéro entre la demande et le moment où on a reçu le papier. Donc administrativement, par contre, ce que je peux dire, c'est que je trouve que les services publics ici sont très réactifs. Ouais. Très compétents. Ouais. On n'a jamais eu de problème. À chaque fois qu'on les a appelés pour un problème ou quoi, ils nous ont trouvé la solution, ils ont très vite répondu à nos questions, ils nous répondent aux mails, ils répondent très vite par courrier. Ça, je trouve que pour le coup, ça fait du bien. C'est un grand bol d'air de pouvoir compter sur tout ce qui est système administratif. Après, j'ai vu qu'on pouvait très facilement, si on ne correspondait pas, si on rentrait pas dans les cases, entre guillemets, s'enfoncer dans la bureaucratie suédoise et ça devenait un vrai cauchemar. Mais pour nous, c'est vrai que jusque-là, c'est assez simple. Une fois qu'on a le perso-numéro, on a demandé nos cartes d'identité, on a ouvert nos comptes en banque. Pour l'instant, c'est assez simple. C'est relativement simple. Oui. Ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est aussi pour ça qu'on a eu cette volonté de préparer l'expatriation.
et de ne pas partir entre guillemets au doigt mouillé. Ça, je pense que c'est aussi ce qui a facilité l'intégration administrative. Je pense faire de toute façon des vidéos plus ciblées sur ce genre de questions pratiques en fait concernant l'expatriation, concernant l'achat d'une maison par exemple, concernant les hivers ici en Laponie, comment ça se passe, parce que j'ai quand même beaucoup de questions, notamment sur Instagram, de personnes qui désirent peut-être acheter une maison, un appartement, s'expatrier, savoir comment ça se passe administrativement, concernant la langue, concernant plein de sujets comme ça qu'on a pu du coup expérimenter nous-mêmes ces derniers mois. Et je pense du coup que je ferai des vidéos plus ciblées là-dessus. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, quel sujet pourrait vous intéresser. J'en ai déjà quelques-uns en tête, mais je pense que je peux passer à côté de potentiels sujets hyper intéressants. Comme là, on a eu des questions, c'est vrai, auxquelles moi j'aurais jamais pensé, mais c'est pertinent. Donc si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans des vidéos spécifiques, dites-le moi en commentaire. Et puis ce sera avec plaisir que je le ferai ou qu'on le fera tous les deux, tu vois. Que conseillerais-tu comme bons équipements pour l'hiver? Il y a ici un truc très simple, c'est le système 3 couches, voilà, qui fonctionne très bien avec des sous-vêtements un peu dessous de peau en laine mérinos par exemple, polaire, pantalon de ski par-dessus et un gros manteau. Spécialement conçu pour les grands froids, avec moi ce que j'aime bien aussi quand il fait très froid, parce que sinon je porte jamais tout ce qui est écharpe et tout ça, mais avoir un cache-nez c'est plus pratique qu'une écharpe, ça pendouille moins partout. Des bonnes chaussures, moi quand il s'agit de grands froids pareil, et de s'enfoncer dans la neige, j'ai mes Sorel. Je leur fais beaucoup de pub, alors si vous passez par là, j'ai mes Sorel, mais ça c'est je pense un classique. Les Sorel Caribou pour la neige, c'est impeccable, à moins 40 on n'a pas froid aux pieds. Après, bon, ben, tout ce qui est bonnet, s'il y a du soleil, lunettes de soleil, les gants, avec des dessous de gants potentiellement. Je sais qu'il existe des chaufferettes aussi pour les pieds et les mains. Tous ces équipements-là, je pense qu'il serait peut-être intéressant d'en faire une vidéo aussi à part. Après, nous, c'est vrai qu'on voit par rapport à nos proches qui sont venus nous voir, les équipements français ne sont pas forcément les plus efficaces. Et peut-être cher par rapport à la qualité qu'on souhaite avoir. Nous, on s'est équipé quasiment exclusivement ici, et vraiment sans dépenser des fortunes, on arrive à tenir. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire que par moins de 40, il fait froid, qu'on soit équipé ou pas, il fait quand même froid. Et la vie, dans ce cas-là, on l'a constaté, même les Suédois et même les personnes issues de la région ne vont pas faire les marioles dehors. Quand il fait vraiment très froid, chacun reste chez soi. Après, au niveau de l'équipement, c'est vrai qu'on a eu la question parce que je suis régulièrement en jean, même tout le temps en jean. J'ai des leggings dessous, ce qui me permet d'avoir moins froid. Mes chaussures sont fourrées en laine. Et je porte très souvent ce type de veste qui est une veste coupe-vent molletonnée. Donc je la mets sous des anoraks. Et là, globalement, et toi c'est pareil, tu n'as pas souvent des leggings sous tes pantalons. Et avec ça, ça nous permet de vivre sans être trop contraint jusqu'à, on va dire, moins 30, moins 35. Après, ça devient plus dangereux au niveau de la respiration, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Après, je pense que l'équipement global est intéressant, vraiment, si vous n'êtes pas habitué au froid, que vous venez ici en vacances, par exemple. Vraiment, essayez d'avoir un équipement assez global, bien que les prestataires d'activités peuvent souvent vous prêter ou vous louer du matériel. Mais nous, c'est vrai qu'on s'est un petit peu aussi habitué au froid. Maintenant, il fait moins 10, moins 15, il fait chaud, quoi. On enlève la veste. Oui, on ne met pas les gros manteaux à moins 15. On n'est pas très frileux. Moi, je sais que je ne suis pas très frileuse en règle générale. Là, c'est quand il fait moins 35, moins 40 que ça pince un peu plus et qu'il faut vraiment choisir des équipements plus adaptés, quoi. En termes de coût, parce que ça peut être intéressant, un équipement auquel je pense que que vous avez dû voir aussi sur les vidéos, quand il fait vraiment très froid, l'équipement complet, j'entends chaussures, jeans et les manteaux et gants, ça m'étonnerait qu'on en ait pour plus de 250 €. Ouais, en considérant, parce qu'on ne prend pas forcément de la marque. Comme on vit là l'année, on considère que c'est pas du consommable, mais on se change, on vient pas avec un seul manteau ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment tout à fait raisonnable. Moi, mes chaussures, je crois qu'elles m'ont coûté 90 €. Ce manteau, par exemple, qui est un peu doublé, j'ai dû le payer 50 €. Cette veste dessous, 50. Bon, là, à l'heure actuelle, il pourrait faire moins 15, moins 20. Ouais, ce manteau, 50.
Et avec ces tenues, 50 ou 60, et avec ces tenues, on tient sans problème à moins 20, moins 25 degrés, même en étant immobile. Donc c'est vraiment raisonnable. Ça peut être très cher, mais on peut aussi trouver l'équivalent très raisonnable. Les survêtements mérinos coûtent peut-être un petit peu cher, mais je sais qu'ils les utilisent plusieurs jours d'affilée, parce qu'en fait, la laine mérinos permet de ne pas transpirer, entre autres. Donc c'est des ensembles qui peuvent peut-être coûter 70-80 € juste pour des petits sous-vêtements qu'on met sous les vêtements, justement. C'est le but des sous-vêtements. Mais c'est très pratique et en même temps on ne transpire pas. Donc avec deux ensembles, on peut facilement faire plusieurs semaines, quoi. Par contre, quelque chose d'extrêmement important, comme disait Sarah, c'est les extrémités. Nous, on a des chaussettes en laine, épaisses. On a des gants. Là, j'ai pas de bonnet, mais Sarah a un bonnet. C'est vraiment par là que le froid rentre. Il est problématique quand il fait vraiment très froid, ce sont les engelures. Donc il faut quand même avoir un minimum, quoi. On ne vient pas à la fleur au fusil par des grandes températures, enfin des températures très froides. Ouais. On peut facilement se laisser avoir avec les engelures, ça c'est vrai. J'en ai eu plusieurs fois et c'est... Une autre question, donc, est-ce que vous fréquentez des expatriés français? Bien sûr. Bien sûr. Oui, on a un couple d'amis, entre autres, là, qui sont français. On a déjà rencontré plusieurs expatriés français. On en a aussi rencontré des étrangers avec qui on s'entend très bien. Tout le monde est très sympa. En même temps, on a un petit peu la même vision de la vie, hein, puisqu'on est venu s'installer ici. Donc c'est vrai que c'est particulier. C'est vrai que c'est pas une région... Quand on interroge les gens, c'est pas la région de prédilection pour s'expatrier, parce qu'il fait froid et que les gens vont plus facilement au chaud. Donc déjà on a ce point en commun là, on aime les pays froids. Donc c'est facile de faire des rencontres intéressantes avec des gens qui ont la même un peu philosophie de vie que nous ici. Pourquoi des Français? Parce que déjà il y a la langue, c'est la même, et puis pas la mentalité, mais je dirais la culture initiale. La culture initiale est la même. C'est vrai que les Suédois, en règle générale, hein, pas tout le monde encore une fois, mais sont plus fermés. C'est autre chose. Pour les côtoyer, tout ça, c'est peut-être plus difficile parce que c'est pas la même approche, quoi. Alors, peut-être... pour créer des liens, tu vois, pour établir une connexion, c'est différent. Ça vient on va dire, de la configuration et de la réalité climatique. Et je pense que on est aussi dans un fonctionnement où, comme on disait tout à l'heure, on travaille de chez nous. On fait quand même beaucoup de choses liées à la chaîne. Donc on reste globalement souvent tous les deux. Donc c'est vrai que ça facilite pas ou peu les contacts et les interactions avec d'autres personnes. Donc je pense que c'est aussi une piste d'explication. Et le fait qu'il y ait ces problématiques, ces facteurs de température, ces facteurs de nuit, ça pousse aussi chacun à être chez soi. Donc quand on sort, qu'il fait moins 30, c'est vrai qu'on ne va pas forcément tailler la bavette sur le parking ou autre. Donc tout ça crée pas forcément un renfermement, mais c'est un autre fonctionnement. Voilà. Les rencontres sont peut-être moins faciles. Après on verra cet été. C'est ce que j'allais dire, parce que ça fait 8 mois là qu'on est ici, donc on a encore quand même pas mal de choses à découvrir et de monde aussi à rencontrer. Hein, donc ça se fera aussi au fur et à mesure. Oui, puis les choses se feront, c'est ça, de façon fluide. Prochaine et dernière question, pourquoi est-ce qu'on a choisi la Laponie pour s'expatrier? Vaste sujet. Oui, vaste sujet, ouais. Ça pourrait faire l'objet de toute une vidéo, je crois. On a choisi la Laponie déjà parce qu'on habitait en haute montagne. Donc la notion climatique n'était pas un problème. Et en vivant en haute montagne, c'est vrai qu'on apprécie la neige, on apprécie le froid, on est amoureux de ce type de climat. On est venu il y a quelques, je dirais 2 ans. 2 ans, on est venu en vacances l'été. Et on est réellement tombé amoureux du paysage. On était déjà en Laponie quand on est venu en vacances. Et c'est absolument extraordinaire la liberté qu'on ressent. Voilà, l'accès à la nature. Tu me dis, je parle là pour nous deux, mais effectivement, on se rejoint aussi là-dessus. Ça a été un coup de cœur parce que c'est absolument somptueux. Il y a des lacs partout, des forêts partout. On peut en 3 minutes
se perdre dans la nature et profiter de tout, des animaux, des paysages, des plages, des braseros comme on est aujourd'hui, là on est au milieu de la nature. Vous êtes posé sur un brasero. Exactement. Par exemple. Qui est en libre accès. Donc c'est vrai que tout ça c'est assez extraordinaire. Alors l'été, vous avez vu des vidéos de Sarah effectivement où on se baignait, où on profitait avec les chiens, et l'hiver c'est vrai qu'on peut aussi profiter sans forcément passer par des tours opérateurs. Mais on peut profiter, on peut faire du ski nordique, des raquettes, des randos. Si on a une motoneige, on peut faire de la motoneige. On peut faire vraiment beaucoup de la pêche sur glace. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire. Ce qui fait qu'il n'y a pas forcément de monotonie qui s'instaure. Tout dépend du goût de chacun, mais nous, on arrive à être dans un dynamisme constant depuis qu'on est arrivé. Tout à fait. Et je pense que la région le favorise aussi. Et puis on adore le calme. On adore justement pouvoir s'enfoncer où on veut, dans la forêt, sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Et ici, c'est un truc quand même, ça c'est exceptionnel. Il n'y a pas de barrière nulle part, on peut aller où on veut. L'été, on peut cueillir des baies par terre, on peut cueillir des champignons. Enfin, on ressent, en fait, on a ce sentiment d'hyper-liberté qui est, mais je sais pas, c'est indescriptible. On peut disposer de l'environnement. Ouais. Ça, tant qu'on le respecte, évidemment. Hein. Et ça, les Suédois l'ont bien compris, en tout cas, tel qu'on le voit ici, c'est propre, il n'y a pas de déchets, comme nous, on pouvait voir chez nous. C'est un truc, ça nous, après la saison, ça nous fendait le cœur de voir que la montagne était jonchée de déchets, quoi. Les gens ne respectaient rien, il y avait des clôtures partout, c'est très difficile de pouvoir accéder à n'importe quel endroit, parce que si ça appartient à quelqu'un, c'est clôturé. Et ici, on a moins ce sentiment d'oppression, justement. D'être parqué, Ouais, d'être parqué. Ici, on est libre. Là, on n'est pas du tout chez nous. Hein. Là, on est au bord d'un lac. C'est un endroit aménagé, justement, comme il y en a des milliers, des millions, j'en sais rien, en Suède, au bord des lacs. Et en fait, il n'y a pas un bruit, il n'y a personne. On va repartir comme si on n'était jamais venu. On va laisser aucune trace derrière nous. Et les gens font la même chose. Parce qu'on n'est pas les seuls à venir ici, on a déjà vu d'autres personnes venir ici, et souvent il y a du bois à disposition. Enfin, les choses, je ne sais pas, sont vraiment orientées autour de la nature. On est beaucoup plus connectés. C'est ça qu'on est venu chercher. On est connecté, on est apaisé, on se sent en sécurité. On se sent mais vraiment en sécurité au milieu de cette immensité en fait. Et c'est très paradoxal, mais c'est la vérité. A contrario, ce qui est agréable aussi, c'est qu'il y a le pendant de cette liberté. C'est-à-dire que si on a besoin de quoi que ce soit, nous, là où on vit, on a des villes importantes et on a absolument tout ce qui est nécessaire, que ce soit pour les rénovations, pour les vêtements, pour l'alimentation, pour les voitures. On a vraiment accès à tout. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien manger dans un resto en centre-ville qu'être perdu au milieu de nulle part, croiser des rennes. Et ça, c'est vraiment le grand écart qui nous plaît aussi ici. Je ne pouvais pas clôturer cette vidéo sans vous montrer certains des paysages les plus beaux que j'ai pu capturer depuis que nous habitons ici. J'espère que nous pourrons continuer autant que possible à réaliser ce rêve et que vous pourrez vous aussi réaliser les vôtres.